La marine française est-elle prête au choc avec ses adversaires? Le chef d'état-major de la marine est mon invité ce soir, amiral Vaujour, bonsoir. Bonsoir Margot Dade. Je suis ravie de vous recevoir en plateau. Vous publiez La guerre des mers, la marine française au cœur des nouveaux enjeux du monde aux éditions Talendier. Vous êtes à la tête de la Royale depuis 2023 avec plus de 41 000 marins sous votre commandement. J'ai envie de vous demander, avec tous ces bouleversements géopolitiques, comment votre rôle a évolué et ceux qui travaillent avec vous. Alors d'abord, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je voudrais juste préciser 41 000 marins en fait, qui opèrent dans 4 milieux très différents. Il y a ceux qui opèrent sur des bateaux de surface, il y a ceux qui opèrent dans des sous-marins, il y a ceux qui opèrent dans des avions. La marine a beaucoup d'avions, des Rafales, des hélicoptères, des avions de patrouille maritime. Et il y a ceux qui sont commandos marines également. Donc en fait, c'est des marins qui opèrent dans un environnement extrêmement varié. On dit souvent que dans la marine, il y a à peu près tous les métiers, sauf conducteur de char. Mais c'est un peu comme ça qu'on décrit le rôle des marins. Mais vous avez raison, mon rôle, le rôle des marins a évolué. On est dans un monde qui se durcit extrêmement fort. On parle souvent de rapport de force. De mon côté, je dis qu'on est dans l'affirmation des puissances, dont chacun montre un peu ses muscles en mer. Et donc pour ça, il a fallu rehausser, renforcer les savoir-faire de nos marins pour être capable de répondre à tout type de menaces. Donc on a des athlètes de haut niveau, on en a fait des lions marchands. Des lions marchands? Oui, vraiment dans certaines situations, il faut être extrêmement pointu et avoir un entraînement de très très haut niveau pour répondre à l'ensemble des menaces que l'on rencontre. Bien sûr. Et donc vous recrutez sur ces termes-là Alors du coup, on recrute évidemment très large, on recrute de la 3e jusqu'au bac plus 2, mais en réalité, on entraîne, on forme l'ensemble de ces marins à former une équipe, le collectif. On est en train de gagner au rugby. Le rugby est sport officiel de la marine. On entraîne ce collectif de manière à être les meilleurs en réponse dans l'action, en fonction de l'action qui se présente. En parlant d'agilité, j'aimerais qu'on parle un peu de la situation en Iran ce soir avec vous, amiral Vaujour, parce qu'on se pose la question, Trump joue-t-il double jeu? Vous, quand vous voyez à l'heure actuelle les options qui sont sur la table, avec tous les regards tournés vers l'Iran, quand vous voyez ces opérations, notamment un de leurs porte-avions, le Lincoln, qui est déployé avec les navires d'escorte, comment vous analysez cette situation? Alors, c'est un très bon exemple de l'emploi des porte-avions en mer. Là, on a très clairement l'exemple d'un porte-avions qui vient crédibiliser la parole politique, la parole du président américain, qui souhaite que les Iraniens viennent à la table des négociations et qui, pour renforcer son message et imposer cette venue à la table des négociations, montre à quel point il est capable de réaliser les frappes au besoin sur l'Iran. Et donc, cette présence intimidante amène les Iraniens aux négociations. Et on peut constater aujourd'hui qu'ils y sont, donc tant mieux. La menace des Iraniens, c'est de fermer le détroit d'Ormuz que la marine française connaît bien, vous le dites. La marine française opère depuis la Méditerranée jusqu'au détroit d'Ormuz. Quelles seraient les conséquences s'il le fermait ? Alors, le détroit d'Ormuz, il faut le remettre un peu en perspective. C'est 20 millions de barils par jour qui sortent du détroit d'Ormuz, 80% vers les pays asiatiques, 5% vers l'Europe, des produits pétroliers de tout type, du gaz, du pétrole lourd, raffiné, etc. Donc, si ça se passait, il y aurait un réajustement des flux, et ça c'est une deuxième caractéristique qui est intéressante dans le monde maritime. Quand le détroit de Bab el-Mandeb a été stoppé, les flux se sont détournés par le cap de Bonne-Espérance. Donc on aurait probablement un rééquilibrage des flux pétroliers. Pour nous qui ne prenons qu'une partie au Proche et Moyen-Orient, il y aurait probablement d'autres sources d'approvisionnement. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait un effet géoéconomique extrêmement fort, puisque ça augmenterait très probablement les prix du pétrole de manière assez immédiate. Et donc, j'allais dire, l'impact pour la France, pour l'Europe, c'est pas forcément l'approvisionnement, c'est le coût à la pompe. Justement, est-ce qu'on a une possibilité de le débloquer? Est-ce qu'on sait faire? Alors, on sait, les forces occidentales, la marine française évidemment, a des capacités de guerre des mines. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller déminer des endroits et justement on a cette capacité de projeter nos capacités de guerre des mines, donc ça s'appelle des chasseurs de mines. Aujourd'hui, on est en train de droniser tout ça, donc on va avoir bientôt des drones qui vont être capables de faire de la guerre des mines. Et donc on est capable de les projeter aux Émirats par exemple, qui sont un pays partenaire, pour opérer à partir de là et déminer le détroit d'Ormuz. Vous vous souvenez probablement que à la fin de la guerre du Golfe, il avait fallu déminer l'ensemble des approches maritimes du Koweït, et on l'avait fait pendant
plusieurs années. On imagine d'ailleurs en mer Noire, le jour où ça s'arrête, qu'il faudra faire la même chose en mer Noire. Dans votre ouvrage, vous écrivez des mots forts sur notre ordre mondial. Amiral Vaujour, vous dites « Nous vivons une période de doute stratégique où les modèles de confiance établis sont remis en question. Si vous deviez identifier les menaces principales pour la France en mer, vous diriez que c'est quoi ? » Alors, mon livre, vous le voyez, il s'appelle « Les guerres des mers ». En fait, c'est pour dire qu'il y a plusieurs types de menaces. Il y a évidemment les menaces étatiques, et le président de la République a très clairement cité la Russie comme étant une menace de déstabilisation de la sécurité européenne. Il y a des menaces que l'on appelle hybrides, sous le seuil du combat, que nos concitoyens ne voient pas forcément, mais en mer Baltique, les câbles Internet arrachés, les conduites de tir qui s'accrochent sur nos avions de patrouille maritime Atlantique 2, comme je l'explique dans le livre, c'est des menaces assez immédiates. Mais il y a d'autres types de menaces, narcotrafic, pêche illégale, tout ça, ce sont un ensemble de menaces qui viennent, j'allais dire, chatouiller notre souveraineté et que, évidemment, pour ce qui concerne la marine, nous défendons. Et vous dites cette phrase... un peu comme un avertissement, ceux qui ne bougent pas maintenant vont beaucoup perdre. Est-ce que nous bougeons assez, Amiral Vaujour ? Alors, quand je dis ça, c'est l'observation, et beaucoup de commentateurs à la télé expliquent que la bascule du monde, finalement la fin des outils de régulation. La question c'est, est-ce qu'on veut toujours être écouté ? Est-ce que l'on veut toujours être actif sur la scène internationale ? Si nous ne faisons rien, nous allons juste constater que le monde est en train de se réorganiser. Un exemple très clair, très récent, le Board of Peace du président américain, nouvel outil créé de toutes pièces, en concurrence avec l'ONU. On parle souvent des BRICS, des pays qui se rassemblent pour essayer de recréer un ordre parallèle, ou en tout cas des coalitions parallèles. Quelle est la place de l'Europe ? Quelle est la place de la France ? Comment on arrive collectivement à se rassembler pour peser dans le concert des nations ? Est-ce qu'on veut être grignoté de chaque côté ou est-ce qu'on veut avoir notre place ? Je pense que la France est très claire. On veut avoir notre place et on a toute notre place. Vous êtes pour l'action, Amiral Vaujour. Vous parlez même du risque de l'inaction. Vous entendez quoi par ça ? Alors, quand on est sur un bateau, qu'on planifie un certain nombre d'opérations, on analyse toujours deux risques très forts. C'est est-ce que je vais réussir à réaliser les missions ? Il y a un niveau de risque. Est-ce que je vais mettre en risque mes hommes pendant cette mission ? C'est un deuxième risque. Mais il y en a un troisième qui est le risque de l'inaction. Si je ne fais rien, il se passe quoi ? Souvent, dans notre société très prudente, parce que très normalisée, etc., où on veut baisser le niveau de risque, on n'analyse pas ce troisième risque. Or, quand on l'analyse, des fois, il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait que de ne rien faire du tout. Et c'est cette analyse du risque de l'inaction qui est absolument essentielle. Et ça se retrouve à tous les niveaux. Ça se retrouve sur les bateaux, dans l'innovation. Est-ce que j'accepte de prendre un équipement qui n'est pas parfait, mais finalement très utile, au moins à 60%, ou est-ce que j'attends qu'il soit à 100%, peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans, avant qu'il arrive sur mes bateaux ? C'est ça vraiment ce que j'essaye d'inculquer dans la marine. En tout cas, c'est l'état d'esprit que je souhaite que les marins aient, c'est-à-dire cette compréhension que notre métier est un métier à risque. On doit être des experts du risque et des gens qui doivent apprendre à vivre avec le risque. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Schill, que j'ai reçu en plateau à votre place il y a quelques semaines, disait très clairement il y a le commandement par l'intention. Est-ce que c'est ce que vous inculquez également ? Alors, j'aurais pu écrire son livre. Non, mais la réalité est qu'on va exactement dans le même sens. On a véritablement besoin, dans la marine, de subsidiarité dans l'action, c'est-à-dire que le commandant sur un bateau n'est pas capable de tout faire. Ça n'est pas possible. Il doit compter sur l'ensemble de sa chaîne opération et donc pour ça donner un ordre clair, donner une intention. Et une fois que l'intention est donnée, quand l'action va être extrêmement rapide, il faut que tout le monde se reconnaisse dans ce que j'ai à faire et il n'y a pas de problème, ça correspond à l'intention du chef. Le process sera peut-être pas parfait, mais si l'intention est bonne, ça ira bien au but. Et ça sera parfait. Vous patrouillez en mer parfois avec les Américains. Est-ce que c'est facile de se faire entendre auprès des Américains quand on est aux côtés d'une superpuissance ? Alors, les Américains sont des partenaires d'abord historiques. Alors, je rappelle que la marine française, pendant la bataille de Chesapeake, avait aidé finalement les Américains à conquérir leur indépendance dans la bataille de Yorktown. Donc, on a une histoire commune avec les Américains. Nous avons grandi ensemble sur les mers, on a beaucoup appris avec eux, ils ont aussi appris de nous, pour être totalement honnête. Du coup, on a créé un partenariat
de militaire à militaire de grande confiance. Et donc il y a des zones dans lesquelles on opère, par exemple dans le Grand Nord, où le niveau d'interopérabilité, le niveau de travail en commun sur des informations très sensibles est extrêmement grand, et où on se fait une confiance très importante. À tel point que les Américains peuvent me demander de mettre une frégate à tel endroit, et puis eux vont positionner leur sous-marin à tel autre, pour qu'on puisse agir de manière coordonnée pour pister un sous-marin russe, par exemple. Très grande confiance. Il y a d'autres endroits où, de temps en temps, on n'est pas complètement aligné. Alors, dans mon livre, je parle d'alliés non alignés. Et c'est des phrases qui existent un peu en ce moment dans les médias. Je prends l'exemple de la mission en mer Rouge, où il fallait protéger le trafic commercial. Les Américains avaient dans l'idée qu'il fallait taper sur les bases outils, et nous de dire non, on ne veut pas taper sur les bases outils, on veut juste protéger les bateaux. On s'est parlé, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'on a cassé la confiance. Au contraire, c'est parce qu'on est en confiance, parce que nous avons une marine crédible, ils nous respectent, et comme ils nous respectent, ils acceptent que l'on dise non. Et on le fait régulièrement, et quand on n'est pas aligné politiquement, il n'y a pas de problème. On est capable de dire non. J'ai reçu mon homologue américain pas plus tard ce lundi à Paris, et il y a quelques sujets sur lesquels on n'est pas forcément aligné, évidemment. Mais il l'accepte bien volontiers, parce que le bénéfice des endroits où on est aligné est extrêmement fort. Est-ce que vous êtes aligné sur le sujet de la Russie, par exemple? Quand on voit ce qui se passe en mer, vous le dites, l'adversaire peut être partout, il n'y a pas de frontières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire face à la Russie tous les jours? Ça veut dire faire face à la Russie, effectivement, tous les jours. Pour la marine française, dès que vous appareillez de Brest, vous êtes susceptible de rencontrer un bateau russe. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il y a plus d'un bateau russe par semaine qui passe le long des côtes françaises dans la Manche, mer du Nord. À chaque fois, nous avons un bateau, un avion, ou avec nos alliés, avec les Britanniques, qui escortent, qui vérifient, qui montrent qu'on est là, etc. Donc oui, on est aligné sur l'analyse de situation. Quand on prend la Russie et qu'on dézoome un peu sur ce qui se passe en ce moment, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, évidemment, et c'est une guerre sur le terrain européen, mais en mer, il y a eu de grandes bascules russes. La Russie, avant la guerre en Ukraine, elle avait 4 accès. Elle avait un accès à Mourmansk, dans le Grand Nord, la mer Baltique avec Saint-Pétersbourg, la mer Noire avec Sébastopol, et puis Tartous en Syrie. Le régime de Bachar el-Assad est tombé, ils ont perdu leur base en Syrie. Les détroits du Bosphore ont été fermés par les Turcs, ils n'ont plus l'accès à la Méditerranée. La Baltique est devenu un lac otanien, c'est ce que j'explique, c'est-à-dire c'était un lac neutre avec la Suède et la Finlande, mais après le début de la guerre en Ukraine, Suède et Finlande ont rallié l'OTAN, c'est devenu un lac otanien. Et Mourmansk est toujours, dans le nord, toujours accessible. Ce lac otanien, je voudrais m'arrêter 2 secondes. 80% de l'export de pétrole russe passe par la mer Baltique. 30 à 35% du commerce extérieur russe passe par la mer Baltique. Et donc ils sont obligés de faire passer cela dans une zone où en fait il n'y a que des alliés de l'OTAN. C'est une très forte pression sur la marine russe, la marine de guerre, mais également sur l'ensemble du commerce russe qui s'exerce. En fait, la marine russe a beaucoup perdu en mer pendant la guerre en Ukraine. Est-ce qu'elle est aussi faible que ce qu'on en dit dans les médias? C'est-à-dire, on est souvent à pointer du doigt les drones maritimes ukrainiens qui mettent en difficulté la marine russe en mer Noire. On a vu le Moskva, dont vous parlez également dans votre livre, qui a été coulé par les Ukrainiens. Est-ce qu'elle a perdu de sa force? Alors, je ne le dirais pas comme ça. Quand on regarde les grands choix qu'ont fait les Russes dans le temps, la marine russe a toujours eu des forces sous-marines extrêmement crédibles et performantes. C'est toujours le cas. Elles n'ont pas du tout été impactées par la guerre en Ukraine. Dans les forces de surface, force est de constater qu'en mer Noire, ils n'ont pas été capables de s'adapter rapidement au tempo qui était imposé par l'Ukraine, notamment dans l'innovation, et c'est un des retours d'expérience, on pourra y revenir évidemment. Et les Russes ont fait le choix des armes offensives et peut-être un peu moins des armes défensives. Donc on entend tous parler des armes du manège, les missiles balistiques, les missiles nucléaires, les missiles hypersoniques, etc., qu'ils ont effectivement développés, mais au détriment un peu de leur capacité de défense. Et c'est là où ce qui est arrivé au croiseur Moskva en mer Noire, d'être coulé par 2 missiles subsoniques, n'est pas quelque chose de très glorieux pour la marine russe. C'est quelque chose qui est normalement une menace accessible pour les marins russes. Donc c'est ces choix stratégiques qui ont été faits précédemment.
pas forcément sur la défense, mais sur les armes offensives, sur les sous-marins, qui font que le déséquilibre peut apparaître et peut dire finalement la marine russe a un peu perdu. Oui, elle a perdu en surface. Elle est encore très présente dans le monde sous-marin, et ça nous intéresse au premier chef dans le Grand Nord. Elle a en revanche une capacité qu'elle n'a jamais réussi à développer, c'est la capacité de supériorité aéromaritime. Son porte-avions, le Kuznetsov, n'a jamais réussi à être opérationnel. Et donc ça, c'est une vraie lacune de la marine russe. Justement, j'aimerais vous lire les mots de votre homologue britannique qui dit ceci: l'élément qui retient le plus mon attention dans l'Atlantique est l'investissement russe dans sa flotte du Nord, notamment dans ses capacités sous-marines, qui n'a pas diminué. On voit ces mots à l'écran. Vous dites comme lui, les sous-marins nucléaires russes sont toujours là? Tout à fait. Alors là, on est pleinement aligné avec les Britanniques. La zone du Grand Nord, proche de l'Arctique, au nord de la Norvège, est une zone d'intérêt stratégique pour la France, mais également pour les Britanniques, les Norvégiens et les Américains. Et les Russes débordent de leur zone, de leur base Mourmansk dans le Grand Nord, dans cet Atlantique Nord. Et nous les pistons, nous les détectons, nous les surveillons à cet endroit-là. Et il est vrai qu'ils ont continué à développer leurs sous-marins, et leurs nouveaux sous-marins de type Yazen sont assez performants. Alors, ils ont face à eux aussi des marines très performantes, comme la marine française évidemment, mais les marines de l'OTAN de manière générale, et on est capable de les pister et de les détecter. Vous rajoutez que chaque présence peut être interprétée comme un message tactique. Quand vous êtes en mer, quel comportement signale vraiment une escalade militaire? Alors, je ne sais pas si je peux répondre exactement comme ça, mais ce qui est certain, c'est tout déploiement, et on le voit avec le porte-avions Lincoln. Le porte-avions Lincoln est un message, et ce n'est pas un message tactique, d'ailleurs, c'est un message stratégique. C'est-à-dire que ça accompagne le message stratégique. Vous pouvez avoir des bâtiments qui viennent le long devant vos bases et qui s'arrêtent un petit peu. Ça, c'est un message. De dire, bon, je sais où vous êtes, je peux vous embêter, regardez, je suis capable de m'arrêter, etc. On va peut-être faire appareiller un bateau pour lui dire, bon, c'est bon, on a compris ton message, maintenant ça serait bien de partir. En mer Baltique, vous avez des avions de patrouille maritime français qui surveillent ce qui se passe, et quand les Russes sont un peu agacés, ils viennent accrocher leur conduite de tir pour nous signaler, bon, maintenant ça suffit, on a compris, merci de partir. Donc il y a une espèce de dialogue tactique qui se crée par les positionnements des unités, des unes des autres, par les manières de se comporter, et que l'on connaît parce que finalement les Russes, on les connaît depuis très longtemps. Je dis dans le livre qu'on les yeux dans les yeux. J'ai énormément navigué avec mes bateaux, et la Moskva dont on parlait tout à l'heure, je l'ai croisé. On a eu, d'ailleurs, ils avaient fait des manœuvres de harcèlement sur mon bateau à cette époque-là. Donc on connaît bien leur mode d'action et on sait les décrypter. Par ailleurs, ils connaissent bien nos modes d'action, ils savent aussi les décrypter. Donc ce dialogue, il existe. C'est un dialogue non écrit, il n'y a pas de compte-rendu, mais quelque part, on sait l'interpréter et on sait donc décrire si ça change par rapport à d'habitude. On appelle ça les patterns of life, c'est-à-dire les habitudes de vie de l'adversaire. Sur tous nos adversaires, on entretient une espèce de base de données qui nous dit, d'habitude, il fonctionne comme ça. Et donc, si on est dans le bruit de fond, entre guillemets, tout va bien, mais dès qu'il y a quelque chose qui sort, il y a un message. Et s'il y a quelque chose qui sort, comment on l'analyse, comment on le traite, comment on répond aux besoins, etc. Et dans tout ça, il n'y a jamais de dialogue direct? Alors, il peut y avoir un dialogue par radio, mais pas tant que ça. Pas tant Avec que ça les en Russes, réalité. pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Pourquoi? Parce que c'est la diplomatie qui veut ça? Alors, il y a plusieurs raisons. Une très simple, c'est qu'ils ne parlent pas l'anglais. Et que je ne parle pas le russe. Donc, non, mais c'est une réalité. Donc, on a des codes pour se parler, mais en fait, ça ne fonctionne pas très bien. Après l'Ukraine, vous avez admis dans votre ouvrage, nous avions mésestimé leur rationalité en parlant des Russes. Justement, avec leur flotte fantôme, nous avons vu qu'il y avait deux techniques possibles. Celle des Français, avec la marine française, qui a tout un protocole de ramener le bateau russe vers Marseille, d'avoir une procédure judiciaire. Et puis, il y a les Américains qui, quand ils voient un bateau de la flotte fantôme russe sur les côtes du Venezuela, ils y vont direct. Comment vous expliquez cette différence de ton, de manière de faire? Comment vous l'expliquez? En fait, chaque pays a sa manière de fonctionner. Il se trouve qu'en France, nous avons un système qui est particulièrement performant, d'ailleurs que certains alliés viennent me voir pour me demander mais comment vous faites, qui permet d'assurer la continuité
entre l'action militaire jusqu'à l'action judiciaire en passant par toutes les administrations françaises. On critique de temps en temps les administrations françaises, mais là il y a un exemple qui marche super bien, qui est sous les ordres du Premier ministre, avec un organisme qui s'appelle le Secrétariat général de la mer, et qui permet de coordonner l'ensemble des actions. Ce qui fait que sur les bateaux de la flotte fantôme, le Boracay et le Grinch que nous avons interceptés, eh bien, ça commence par du renseignement militaire, une interception du bateau par la marine, et après c'est un lien et un dialogue avec le procureur, les douanes, les affaires maritimes, les gendarmes maritimes, qui vont permettre de constater les infractions et qui vont permettre de judiciariser l'action. Et ça, c'est quelque chose que l'on a réussi à faire avec l'ensemble des administrations, et ça marche très très bien. Certains pays n'y arrivent pas forcément, et du coup choisissent des modes d'action peut-être un peu plus brutaux. Ils le mettent aussi sous une forme de menace terroriste. Voilà, c'est une manière pour eux de dire finalement j'ai le droit terroriste pour moi et donc j'utilise ce droit-là. Voilà. Une menace qui agit toujours comme une lame de fond, la Chine. Vous écrivez que les Chinois ont des modes d'action différents et plus déroutants, plus silencieux, plus stratégiques. Alors, c'est pas exactement ça. Et là aussi, c'est assez intéressant. Quand on regarde la Chine n'a pas de partenaire et s'est construite très vite et un peu dans son coin toute seule. Les Russes se sont développés face à l'OTAN et donc finalement, on a appris à se connaître, voire on s'est appris des choses l'un l'autre. La Chine n'a pas appris grand-chose avec des partenaires et donc, typiquement, pour arraisonner un bateau, elle préfère l'éperonner, j'allais dire à l'ancienne, comme à l'époque des voiliers. Et du coup, ça permet, ça nous montre des modes d'action qui, pour nous, sont un petit peu déroutants. Quand on regarde les vidéos d'interception de bateaux philippins par les bateaux chinois, c'est un tout petit peu surprenant quand même. Et du coup, ils ont grandi par eux-mêmes avec des modes d'action qui ne correspondent pas à nos standards. C'est là où je vous reparle des habitudes que l'on observe, et c'est pour ça que c'est important d'y aller régulièrement, de voir un peu les habitudes évoluer, de voir comment ils ont évolué, de manière à s'adapter. Des fois, vous pouvez prendre une action chinoise comme étant extrêmement agressive, alors que pour eux, pas du tout. Et donc, il faut faire attention à bien évaluer tout ça. Donc, c'est important d'y aller régulièrement, et ce qu'on fait quasiment chaque année. Ces menaces qui pèsent sur la marine, mais également sur notre économie mondiale. Quand on voit, et que vous écrivez que 95% des données numériques parcourent les mers, couper un câble, c'est facile, le remettre, c'est... le remettre, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut aller le repêcher, le remonter, le reconnecter dans une salle blanche parce que c'est hypersensible, c'est de la fibre optique, etc. Et donc il faut un industriel capable de le faire. Alors il se trouve que, et ça c'est relativement méconnu en France, nous avons 2 entrepreneurs en France qui sont capables de travailler sur les câbles, c'est Alcatel Submarine Network et Orange Marine. Ce sont 2 pépites. À eux deux, ils représentent 30% de la flotte des câbliers au monde. C'est une industrie totalement stratégique, hyper importante, et on peut se contenter, glorifier, très heureux de posséder ces 2 industriels en France, et il faut absolument les conserver. Donc la France est capable de Tout à fait. le faire. La France est capable de le faire. Alors aujourd'hui, on est dans un modèle pour les câbles qui est assez étonnant. Il y a une compétition pour poser les câbles, entre les câbles de Google, les câbles d'ASN, etc. Et en fait, il y a une grande coopération dans le monde, et les grands industriels du monde se sont répartis les zones géographiques pour les réparer. Ça fait que si Google veut qu'on répare un de ces câbles, ce sera peut-être le bateau d'Orange Marine. Mais le jour où on n'acceptera plus ça, il vaut mieux avoir les capacités nationales ou européennes pour pouvoir le faire. Vous expliquez avoir observé l'émergence de nouvelles routes maritimes à mesure que la fonte des glaces arctiques ouvrait de nouvelles possibilités de transit. Est-ce que Donald Trump a tort quand il dit ceci? Écoutez. Le problème, c'est qu'il n'y a rien que le Danemark puisse faire si la Russie ou la Chine veut occuper le Groenland. Mais il y a tout ce que nous pouvons faire. Vous l'avez découvert la semaine dernière avec le Venezuela. Nous pouvons tout faire face à des situations comme ça. Ça n'arrivera pas. Je ne peux pas compter sur le Danemark pour se défendre tout seul. Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Alors, le fond de vérité, il se trouve que sur l'Arctique est une zone stratégique. Elle est une zone stratégique pour 4 raisons. La première, vous l'avez cité, c'est la fonte des glaces. Et donc, c'est un sujet environnemental qui aura des conséquences majeures et qui a déjà des conséquences majeures. On ne l'observe pas forcément directement en France, mais mon homologue du Bangladesh m'expliquait que plus 1 mètre d'eau chez lui, c'est 30 millions de déplacés. Donc ça, c'est quelque chose de très réel et quelque chose d'extrêmement ressenti dans les pays qui sont directement concernés. Le deuxième sujet, vous l'avez dit, c'est les routes maritimes. Les flux maritimes
passer de la Chine au Havre, en France, c'est 3 semaines en passant par Suez, c'est 15 jours en passant par le Grand Nord, et c'est 4 semaines en passant par le Cap de Bonne-Espérance. Vous gagnez 1 semaine en passant par le Grand Nord. Donc c'est économiquement extrêmement intéressant, évidemment. Ça, c'est le deuxième point. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible parce qu'il y a encore beaucoup de glace et surtout, il n'y a pas de terminaux, de ports capables de réparer, d'assurer la logistique, etc. Le seul port qui existe dans cet endroit-là, c'est sur l'île de Kotelny, c'est une base militaire russe, pas forcément très avenante. Et le troisième point maintenant, pour venir dans les 4 enjeux, le troisième point, c'est l'accès aux ressources. L'accès aux ressources, avec la fonte des glaces, va permettre d'accéder à du pétrole et des ressources minérales. C'est là que le sujet se joue. Et en fait, quand Donald Trump parle, c'est bien qui va aller récupérer ces terres rares, ce pétrole, dans l'Arctique. Et donc, comment on va contrôler ça ? Pour être plus performant, vous travaillez main dans la main avec la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Est-ce que la mise à niveau de vos systèmes reste compliquée, Amiral Vaugeot ? Alors, elle est d'abord nécessaire. La mise à niveau des systèmes, elle est nécessaire. Le premier retour d'expérience de la guerre en Ukraine, c'est l'agilité. C'est-à-dire, il faut être capable de s'adapter à l'adversaire de manière extrêmement rapide. Et donc pour ça, on ne peut pas attendre des grands cycles de rénovation qu'on pouvait avoir autrefois sur nos bateaux. Et donc il faut être capable d'adapter nos bateaux au quotidien quasiment, en tout cas de manière extrêmement rapide. Donc je cite un exemple dans mon livre où on avait testé un brouilleur anti-drone justement avec la DGA au large de Toulon. Il fonctionnait très bien, on était en septembre, en octobre on le déployait en zone d'opération, il a prouvé qu'il fonctionnait encore mieux parce qu'il a réussi à descendre des drones en zone d'opération et on l'a acheté en novembre. Très bien, c'est ça ce que je souhaite. Et tant pis s'il n'est pas validé à 100%, j'assume ce risque. Je reparlais de l'inaction. Ce qui m'empêche de dormir, au quotidien, c'est d'avoir trouvé une solution et de ne pas être capable de la donner à mes équipages pour qu'ils se protègent, pour qu'ils soient plus performants en opération. Et donc là, il y a un vrai état d'esprit nouveau qui s'est créé, à la fois dans l'innovation sur les bateaux, à la fois avec la Direction Générale pour l'Armement pour créer ces flux extrêmement rapides et pour pouvoir s'adapter. Et puis après aussi dans l'esprit de l'ensemble des chefs, il faut assumer le risque. Il faut assumer le risque, mais en avant. Également pour la dissuasion, est-ce qu'il faut l'assumer tout autant ? Ah, la dissuasion, on l'assume, oui, bien sûr. D'abord, la dissuasion, si on parle bien de la dissuasion nucléaire. C'est le cœur de la défense nationale aujourd'hui. La dissuasion, et ma responsabilité dans la dissuasion, c'est de mettre sous l'eau un SNLE, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, qu'on appelle dilué, c'est-à-dire qu'il devient indétectable, tous les 70 jours. C'est une mission extrêmement structurante pour nous. Nous avons des capacités industrielles qui sont capables de produire ces sous-marins. C'est absolument remarquable. Si vous avez l'occasion de visiter Cherbourg, allez visiter Cherbourg. C'est assez unique au monde en réalité. Et cette dissuasion, elle est défensive, le président l'a bien rappelé, etc. Et elle nous permet véritablement de dissuader tout agresseur de s'en prendre à nos intérêts vitaux. Et elle marche véritablement bien. Parce que certains experts du nucléaire disent trop d'ambiguïté tue l'ambiguïté. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, parce que on voit bien, et dans la bascule du monde que l'on vit, on parle d'incertitude, et donc en fait d'ambiguïté, et elle nous met quand même un peu mal à l'aise, cette incertitude. Et donc, il faut se mettre dans l'état d'esprit de celui qui est en face. Si vous rajoutez de l'incertitude à son calcul, eh ben, c'est déjà quelque chose qui est bon parce que ça lui complique l'équation. Vous allez fêter les 400 ans de la Marine nationale avec un chantier, le porte-avions Charles de Gaulle, qui est prévu pour le successeur du porte-avions Charles de Gaulle, qui est prévu pour 2038. Ce sera le 8 mai prochain, démonstration de force. Pourquoi c'est indispensable pour la Marine ? Alors justement, vous parliez tout à l'heure de message. C'est un message à destination de ceux qui nous observent que la marine française, mais pas que la marine française, la marine avec l'armée de l'air et de l'espace, avec l'armée de terre, avec les alliés, représente une véritable force, représente des véritables outils de puissance. Et c'est ces outils de puissance qui permettent de peser sur la scène internationale, qui permettent de dire ce que l'on a envie de dire et qui permettent d'avoir un non quand quelqu'un voudrait qu'on dise oui.